hoop doet leven. En u heeft inderdaad een mooie voorzet gegeven aan de volgende spreker, docteur et psychiatre Johan Kalonji, qui va en effet parler de la nécessité d'avoir des formations parce que le judiciaire demande aux universités de répondre aux demandes croissantes. Psychiatrie médico-légale. Monsieur Kalonji est actif dans la prison de Forest et aussi aux collaborateurs du Centre de recherche sur la déviance et la pénalité de l'UCL, l'Université catholique de Louvain, excusez-moi. Et à la prison de Forest, il est au service soins de santé de la prison. Donc il est bien placé de parler de ce qu'il va parler. Merci. Monsieur Kalonji. Merci. Vous allez faire en tandem avec Monsieur Antoine Masson, si je me trompe. Bon, voilà. Un duet. Voilà. Monsieur Masson, qui est un professeur de psychiatrie à l'école de criminologie de l'UCL et au centre de recherche sur la déviance et la pénalité. Alors c'est vrai que M. Cozains a abordé la question de la formation d'une manière relativement claire et concise. Donc je vais essayer de ne pas me répéter par rapport à ce que vous avez dit, même si vous retirez une partie des mots de la bouche. Je pense que cette question, effectivement, de la formation, c'est une question assez capitale, puisqu'à la fois, on va demander à ce que les internés puissent gagner le réseau de soins généralistes, les institutions de soins de santé ouvertes à l'entièreté des patients psychiatriques, et à la fois, on ne va pas suffisamment préparer ni les psychiatres généralistes, ni les psychiatres spécialistes à l'accueil, à l'attention particulière que nécessitent ces patients, et quelque part à la formation scientifique nécessaire pour une prise en charge qui soit la plus adéquate possible en regard de leur pathologie. On a entendu à travers les discours des différents orateurs ce matin à quel point les questions étaient complexes, à l'articulation des mondes juridiques et médicaux, difficilement réductibles et nécessaires à pouvoir investiguer au regard d'une transdisciplinarité. Je pense qu'ici, on appartient tous à des mondes scientifiques différents et on voit à quel point il est précieux que ces mondes puissent s'articuler et discuter entre eux. Alors, le constat, ou ce que je souhaiterais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'effectivement, actuellement, la psychiatrie s'est totalement dessaisie du secteur médico-légal. Il n'y a pas d'enseignement, comme je vous l'ai dit, ni formalisé, ni institutionnalisé, et ça pose des questions, puisque on va devoir se demander comment est-ce que les praticiens vont pouvoir répondre aux normes établies par les nouveaux instituts médico-légaux et autres qui ont ouvert à Gand, qui vont ouvrir à Anvers. Puis on a entendu la ministre ce matin qui nous laissait à penser que d'autres s'ouvriront en Wallonie. Donc il me paraît important que la médecine puisse se ressaisir au sein des écoles de médecine, puisqu'actuellement vous devez émigrer au sein des écoles de criminologie pour pouvoir débattre de ces questions. Il me semble important que les écoles de médecine puissent se ressaisir de la question médico-légale. Monsieur de Bécaud nous rappelait dans son exposé avec effroi le dessaisissement du psychiatre dans cet équivalent de tribunal d'application des peines au profit du psychologue, mais force est de constater que la médecine elle-même s'est dessaisie de la question bien avant que le monde juridique l'en dessaisisse. Donc c'est un appel assez fort à ce que les instances académiques, universitaires, le conseil des recteurs interuniversitaires se saisissent au plus près de cette question. Par ailleurs, la psychiatrie médico-légale a un champ d'activité relativement vaste, dont le plus médiatique est l'expertise psychiatrique. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années, le monde juridique sollicite de manière croissante les psychiatres à l'endroit des expertises psychiatriques. Ça nous paraissait important d'aborder ce thème ici aussi, puisque dans le règlement du statut de l'expert à travers la nouvelle loi de défense sociale se posera immanquablement la question de la compétence, de la formation de ces experts et des enjeux propres à l'expertise. Il ne s'agira pas d'appliquer des procédures ou des protocoles tout faits, il s'agira véritablement de construire un discours relatif à l'expertise pour qu'il s'applique au plus près de la singularité et de la complexité des questions qu'il est censé éclaircir plutôt que résoudre et réduire. Mais je pense qu'on est dans les temps, je te passe la parole. Bien, donc merci de m'accorder ce temps de parole. Merci à Johan de m'avoir sollicité. Bon, moi je suis un petit peu comme un cheveu dans la soupe ici. Donc moi je ne suis pas d'abord spécialiste de la forensique psychiatrie. Je ne travaille pas en défense sociale. Je suis d'abord un psychiatre clinicien. Par ailleurs, j'enseigne à l'école de criminologie les questions du rapport entre la psychiatrie et la criminologie, donc je me suis intéressé à ces questions. Je suis occasionnellement expert, je suis occasionnellement
sollicité pour des contre-expertises, donc je me suis un petit peu intéressé à ça. Alors je vais surtout vous parler un peu de la question de ce dont on parle beaucoup, qu'il faudrait former les experts psychiatres. C'est une évidence, et je partage l'avis de mes collègues. Mais il y a quand même une question préalable qui n'a pas été, je pense, suffisamment approfondie, c'est qu'est-ce que c'est qu'une expertise psychiatrique et quel va être l'expert des experts. Parce que si maintenant on a un expert qui connaît comment les experts doivent travailler, c'est quand même toute une question. Alors je vais essayer de vous donner quelques idées sur ma conception, enfin c'est ma conception, mais quand même instruite un petit peu de ce qui se passe depuis 200 ans, sur ce que je pense être une expertise psychiatrique légitime, pour en déduire quelques conséquences de qu'est-ce que pourrait être une formation à l'expertise psychiatrique. Alors je dirais que réaliser une expertise psychiatrique, ça consiste à produire un discours le plus rigoureux possible sur l'engagement d'un sujet et sur la logique de son acte. Donc là, nous avons un débat contemporain qui est totalement biaisé. Le débat contemporain est nous hypostasions le pouvoir de l'expert psychiatre qui va nous dire la vérité et nous constatons que la psychiatrie n'est pas une science objective et donc que c'est un avis parmi d'autres et que ça fait partie d'un discours au café du commerce. Je soutiens que ce n'est ni un discours objectif scientifique, puisque ça s'intéresse au sujet, et que ce n'est ni un avis du café du commerce. C'est un discours rigoureux sur l'implication d'un sujet et la logique de son acte. C'est un art. Alors ça n'a rien de catastrophique, puisque la médecine est un art du traitement, du diagnostic. Et donc c'est un art du diagnostic. Donc c'est comment utiliser tout ce que nous avons à notre disposition pour construire, en tant qu'artisan, pas artiste, hein, en tant qu'artisan, un discours plausible. Tous les moyens possibles. Donc je pense qu'il n'y a pas de canevas tout fait, c'est une invention à réaliser. Et j'ai envie de dire quand même qu'il ne s'agit pas simplement de dire que les experts, que les psychiatres forensiques doivent être formés. Il faut voir que pendant plus d'un siècle, la psychiatrie médico-légale a été formatrice pour les psychiatres. Donc les psychiatres ont appris leur métier à travers la psychiatrie médico-légale. Ce n'est pas simplement une application d'une psychiatrie qui existait au médico-légal. Je pense aussi qu'il faut que l'expert psychiatre ait une conscience de ses limites, une conscience de la limite de son propre discours, et une conscience que l'expertise porte sur la chose à juger, et que est maintenu le secret médical sur le reste. Il faut aussi voir que l'expertise est un discours adressé, et donc il faut voir comment on s'adresse. Et il y a par exemple au niveau de l'expertise psychiatrique des mots totalement inutilisables. Si vous utilisez le mot perversion dans une expertise psychiatrique, ce que veut dire l'expert psychiatre n'a aucune chance d'avoir quelque chose à voir avec ce qu'entend le juge, les jurés ou le public. Alors, les visées de l'expertise, pour moi, c'est produire un éclairage. Jean-Luc Villot dit, en fait, c'est un travail, vous avez une maille à l'endroit, le droit, une maille à l'envers, la pulsion, un fil blanc qui est la généalogie et un fil rouge qui est la subjectivité. Il faut répondre à des questions impossibles, mais ça, les médecins sont habitués. Question, pourquoi c'est moi qui tombe malade? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi ça lui arrive? On est habitué à accueillir ça. Il faut éclairer les intentionnalités, et donc l'expertise doit rendre intelligible un problème. Il ne doit pas résoudre le problème, il doit le rendre intelligible. Il ne doit ni permettre d'éviter la question, ni renvoyer à un chaos de la Bérésina. Donc, si, pour exercer ce métier, je pense qu'il y a un trépied. Il faut puiser dans les connaissances et tous les résultats disponibles. Donc il faut avoir une bonne formation en psychopathologie, une formation en imagerie cérébrale, en neurosciences, en systémique, en plein de choses. Enfin, il faut être savant. Mais il y a un autre pied qui, à mon avis, est l'expérience. Donc il n'y a pas d'expert sans expérience. Et l'expérience, il la tire de sa pratique clinique, de son expérience de rédiger des expertises, de son expérience de dialoguer avec des juristes, de son expérience de comment ça va être accueilli. Et il y a un troisième trépied qui est un savoir-faire
pour que les ingrédients de son savoir et de son expérience puissent faire la sauce pour avoir une recette mangeable, dont le juge puisse faire quelque chose et qui soit utile. Parce que si vous prenez simplement un répertoire psychopathologique juste et que vous le présentez au juge, vous dites voilà, alexithymie. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec alexithymie? C'est comme si quand vous alliez chez le médecin, on vous dit voilà, cancer, mais on ne vous explique pas si c'est un cancer guérissable, s'il est opérable, si c'est un cancer ou si... Donc ça ne dit encore rien quand vous avez ça. Il faut avoir les éléments. Donc, en conclusion, enfin pas en conclusion, mais pour aller vite, je pense que s'il y a une formation, il faut transmettre toute une série de savoirs sur la psychopathologie, sur les outils d'évaluation, sur les neurosciences, sur la psychodynamique, même sur les études actuarielles, mais en expliquant les limites des études actuarielles. Donc les études actuarielles, par exemple, sont utiles pour calculer votre prime d'assurance voiture. Mais il n'y a encore aucune étude actuarielle qui est capable de vous dire quel est le jour où vous devez rester dans votre lit pour ne pas aller travailler parce qu'il y aura un accident sur l'autoroute. Donc il n'y a jamais aucune étude actuarielle qui vous dira que ce détenu va récidiver à tel moment. Ça vous dira la probabilité de récidive parmi une cohorte de détenus. Il faut ensuite qu'il soit formé au discours judiciaire, qu'il soit formé au travail avec les médias, qu'il soit formé aux sciences historiques et à la fiction. Par exemple, un psychiatre qui s'appelle Pouget, qui a écrit un très bel article sur l'éthique de l'expertise, disait que finalement la formation d'expert psychiatre, c'est la faculté d'histoire. C'est un historien qui doit mettre en forme les choses. Et formé aussi aux problèmes. Alors les problèmes, je vous en dis quelques-uns. Le problème depuis la SEG, 1850-1860, c'est que l'expert psychiatre est piégé dans une question qu'il n'a pas choisie et il joue à la roulette russe. Parce que quand il dit à quelqu'un qu'il est irresponsable, eh bien, d'un côté, il échappe à la sanction pénale et d'un autre côté, il est exclu du social et en défense sociale. Donc, on ne sait pas très bien si c'est un bien ou si c'est un mal. Et nous avons quand même de plus en plus de personnes qui sont en défense sociale qui demandent des contre-expertises pour sortir de la défense sociale. Il faut quand même savoir ça. Vous avez aussi le piège, le problème, qu'il faut rendre intelligible, entre la responsabilité et la dangerosité. Alors, dans la question de la responsabilité atténuée, etc., ce que des collègues français qui ont l'habitude, puisque ça existe depuis la circulaire Chaumier, depuis le début du siècle, disent en fait, on joue à la roulette russe. Parce que quand on dit de quelqu'un qu'il a une responsabilité atténuée, si le prétoire entend les choses du côté de la responsabilité, on va dire il est un peu moins responsable, on va être indulgent. Mais si le prétoire entend du côté de la responsabilité, celui-là, il ne sait pas très bien ce qu'il fait, il est beaucoup plus dangereux, donc il ne faudra jamais le laisser sortir, donc il sera puni plus sévèrement. Donc, quand on dit responsabilité atténuée, on ne maîtrise absolument pas les effets que ça va avoir. Nous avons le paradoxe de la psychiatrie qui est déterministe dans sa théorie, mais qui doit penser la responsabilité du malade. Nous avons un autre paradoxe qui est apparu tantôt. Donc, quand vous allez en défense sociale, enfin, je suppose que vous n'irez jamais, mais vous êtes quand même jugé irresponsable de vos actes et on ne peut pas vous faire confiance. Vous arrivez en défense sociale, le médecin doit quand même travailler avec quelqu'un qui est responsable, avec qui on discute. Et même les juristes disent qu'il faut les prendre comme acteurs et partenaires. Donc prendre comme acteur et partenaire un irresponsable, vous voyez que c'est quand même des problèmes très très complexes. Mais au-delà d'être savant, je pense qu'une formation à l'expertise devrait solliciter l'expérience. Et donc devrait être aussi un échange entre l'expérience des différents experts. Un échange clinique, un échange dans la manière de faire. Et le troisième trépied que je verrais à une formation sur l'expertise, c'est de construire ensemble, avec ceux qui se sont essayés à la tâche, des manières de faire pour composer avec art les savoirs et les expériences, pour produire un discours rigoureux qui soit utile. Donc, en quelque sorte, pour provoquer un petit peu, organiser des ateliers d'écriture entre experts, pour voir un peu comment on peut se donner nos trucs et astuces d'écrivain. Donc voilà, donc pour être expert, il faut être savant, avoir de l'expérience,
avoir du tact et arriver à transmettre ce que l'on a fait. Et c'est à ça qu'il faut former, plus que l'idée qu'on aurait un expert des experts qui va trouver le bon canevas, qui va proposer à l'appliquer et que les psychiatres vont obéir pour le mettre en œuvre. Voilà, merci. Ce que je voulais simplement rajouter en regard de l'exposé du professeur Masson, c'est qu'effectivement, la connaissance ne devra pas du coup être confondue avec la vérité. Ce qui est parfois l'excès commis à l'égard de la psychiatrie dans les attentes qu'on peut en avoir. Oui, De penser que l'on va produire un discours de vérité, alors qu'il s'agit simplement de l'expression d'une connaissance transdisciplinaire accumulée au regard de théories, de conceptualisation, d'expériences et d'échanges de collègues. Oui, mais ce que je voulais aussi insister, c'est qu'il ne faut pas opposer les deux. Pour tricoter ce rapport, il faut être savant, il faut avoir les connaissances, et pour pouvoir en juger des limites de ce que ça dit et de ce que ça ne dit pas. Donc il ne s'agit pas d'opposer les choses, il s'agit de les composer, en quelque sorte. C'est un art de la composition, je pense, l'expertise.